Salut tout le monde, c'est Capet. On va parler de mon portfolio crypto aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des cryptos que je possède et pourquoi. Je vais vous faire un rapide historique de comment j'en suis arrivé à ce résultat-là et pourquoi, bien entendu. Et je tiens à vous préciser plusieurs choses. Moi, je suis altcoin maximaliste, hein. J'aime beaucoup les altcoins. J'en ai beaucoup de différents. J'en ai plus d'une vingtaine en réalité. Et je suis très diversifié. Je vais vous expliquer justement pourquoi. Donc, on a dans mon portfolio beaucoup de blockchains d'infrastructure. On a également du play to earn. Et on a des projets que j'ai mis dans la catégorie autres projets. Donc, en début de vidéo, on va parler justement des blockchains d'infrastructure. C'est-à-dire des blockchains pour gérer des transactions, des smart contracts, des applications décentralisées. Donc, on considère Bitcoin comme un layer 1, même si celui-ci ne gère pas vraiment les smart contracts. C'est des smart contracts simples qui permettent justement de juste faire des transactions Bitcoin. C'est vraiment à partir d'Ethereum, on a les smart contracts et les applications décentralisées. Donc en fait, moi j'ai toujours une stratégie de mise sur les bons chevaux et mise sur les différents concurrents. C'est-à-dire que j'ai une confiance absolue en Bitcoin et Ethereum. Pour moi, c'est du quasi indétrônable. En revanche, je ne suis pas non plus dans une logique, c'est tellement indétrônable qu'il ne faut pas regarder les concurrents. Parce que déjà, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Donc d'un point de vue purement spéculateur, vous avez tout intérêt à regarder les concurrents. Ensuite, il faut regarder aussi la composante marketing. Dans ces projets, il y a des projets qui font un superbe marketing, il faut le dire. Mais il ne faut pas les qualifier pour autant de shitcoin. C'est-à-dire qu'ils ont des choses à apporter au marché. Et d'ailleurs, ces choses pourraient potentiellement être intégrées dans Ethereum plus tard. Donc, c'est pour ça que je suis très diversifié dans beaucoup de Layer 1, Layer 0, etc. Donc, vous voyez déjà, si on regarde sur le site d'Efiliama les différents projets en termes de volume de transactions bloqués, on peut voir que je suis quasiment placé sur tout le top 10. Parce qu'ils se ressemblent plus ou moins, ils sont tous très bons en marketing, ils ont des projets qui font beaucoup de volume de transactions et ils ont chacun leur morceau de communauté. Donc moi, franchement, en 2017, j'ai acheté plein d'altcoins, plein de shitcoins, tout pourri parce qu'à l'époque, on n'avait pas les belles blockchains qu'on a maintenant. Et si ça se trouve, dans 4 ans, dans cette liste, quasiment toutes seront mortes et on aura des blockchains qui seront bien meilleures. C'est pour ça que je saute beaucoup de projet en projet. Mais pour faire le point par rapport à la situation actuelle, voilà comment je définirais les choses. On a Ethereum, c'est la décentralisation absolue, avec une vision très long terme de blockchain, on va dire, en modulaire, avec du sharding, des layer 2, du proof of stake, pour aller plus dans le sens de l'écologie, améliorer la capacité transactionnelle, tout simplement, et permettre de faire des applications spécifiques sur des écosystèmes spécifiques, mais en profitant de la sécurité d'Ethereum, parce que pour rappel, Ethereum, c'est quand même la deuxième plus grosse blockchain du monde, donc c'est quand même une blockchain sacrément décentralisée et sécurisée. Voilà. Et ensuite, donc, on a d'autres visions. Donc, on a la vision Solana. Alors, Solana, qui a sa façon bien à elle de gérer les transactions, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système de sous-réseau comme Avalanche ou Phantom, on n'est pas sur un système de sharding comme le futur Ethereum ou Elrond. On est sur un système dit Proof of History, ils appellent ça. Donc c'est un consensus un peu particulier en surcouche du Proof of Stake, où en fait, dans Solana, on peut gérer plusieurs blocs en parallèle, donc en même temps ou quasiment en même temps, et resynchroniser l'information plus tard, ce qui permet d'avoir une capacité transactionnelle bien meilleure que ce que propose Bitcoin et Ethereum. C'est la parallélisation des calculs. C'est un peu pareil que sur votre ordinateur, vous avez un processeur avec différents cœurs. Eh bien, les différents logiciels que vous lancez peuvent être utilisés par différents cœurs. Donc, vous pouvez paralléliser les calculs. C'est la même logique. Voilà. Ensuite, donc, on a la vision Avalanche Phantom de sous-réseau. C'est-à-dire comme si vous aviez différentes sous-blockchains dans l'écosystème Avalanche et sous-blockchains dans l'écosystème Phantom. Voilà, c'est des sous-réseaux. Ça se ressemble vachement, hein, je trouve. Personnellement, même si c'est des logiques un peu différentes, Avalanche est quand même plus décentralisé que Phantom. Phantom a des frais de transaction qui sont plus bas qu'Avalanche. Avalanche a des sous-réseaux privés comme publics pour les subnets. Je ne sais pas si c'est le cas pour Phantom. J'avoue, je ne le sais pas précisément. Ensuite, donc, on a le système de sharding qui sera dans l'Ethereum futur et qui est intégré sur Elrond. En fait, Elrond, pour moi, c'est un petit peu Ethereum 2.0 avant l'heure. C'est-à-dire qu'ils font déjà le Proof of Stake, ils font déjà du sharding, donc il y a plusieurs shards. C'est pareil, c'est un peu comme des sous-réseaux. Vous avez chaque shard qui a son propre lot de validateurs.
les validateurs valident les blocs de transactions, de smart contracts et compagnie, et ensuite ça remonte à la blockchain principale, à l'écosystème Elrond. Donc ça se ressemble beaucoup. Et ensuite, donc, on a la vision Cosmos Network, donc pour Atom et pour Juno, parce que Juno est un jeton de l'écosystème Cosmos Network Atom. Donc du côté de Cosmos Network, c'est pas comme Solana, c'est pas comme Avalanche et compagnie, c'est pas des sous-réseaux, c'est une application égale une blockchain. Voilà. Donc tu as l'application Atom, si on peut dire ça comme ça, qui a sa blockchain Atom. Tu as l'application Juno qui a sa blockchain Juno, Osmosis qui a sa blockchain Osmosis, etc. etc., etc. Comme ça, en fait, tu n'as pas une application qui vient congestionner et foutre par terre tout le réseau, comme on peut le voir avec Ethereum. Dès qu'il y a une grosse ICO, une grosse collection de NFT, tout le monde se rue dessus et en fait, tout le monde prend cher parce qu'en réalité, ça vient impacter tout le réseau Ethereum. Voilà. Donc, comme je ne suis pas capable de vous dire quelle blockchain va survivre dans 4 ans ou dans 10 ans, je suis quand même assez confiant sur le cas d'Ethereum, mais je ne le suis pas forcément pour les autres. Je suis placé partout. Et j'ai des jetons qui ont mieux performé que d'autres, parce que c'est toujours des questions de timing en réalité. Voilà, faut être là early, faut qu'il y ait du marketing, faut qu'il y ait des annonces, des levées de fonds, des VC, ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai des bacs qui ont plus performé que d'autres. Moi, Solana, j'y crois beaucoup de base, et encore aujourd'hui, j'y crois beaucoup. C'est pour ça que j'ai un bon bac dessus. Voilà, ensuite Juno, bah, c'est un petit bac qui est devenu très grand parce que j'ai fait x10 dessus. Donc après mon x10, j'en ai vendu 70%, donc il m'en reste 30% aujourd'hui de mes Juno. Et puis voilà, donc là vous voyez, ça représente 6% de mon bag. En fait, à chaque fois, moi ce que je fais, c'est que je mets entre 0,5% et 2% de mon capital par altcoin. Comme ça, si ça tombe à 0, bah, ça fait pas trop mal au portfolio. Si ça fait x10, bah, ça devient un gros bag et après, je décide ou non de prendre des profits. Généralement, je prends des profits. Voilà. Et d'ailleurs, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que c'est quand même mieux, quand tu crois beaucoup en un bag, de ne pas tout vendre quand même et d'en garder un petit peu. Solana, je l'ai acheté à 3,20$ pour être très exact. Je l'ai vendu sur le coup du stress autour des 30$. Parce que je me suis dit, il va sûrement aller en dessous des 20$ et je vais pouvoir le racheter plus bas, il est parti sans moi. Et bah j'aurais dû ne pas tout vendre. J'aurais dû vendre 50% ou 70%. Maintenant je le sais et j'agis en conséquence. Voilà. Donc tout ça c'est des Layer 1 qui sont plus ou moins concurrents d'Ethereum. Je me place sur tous ces chevaux-là. Et j'ai pas de Polygon, pas de NIR, pas de Moonbeam, pas de Moonriver. C'est pas que j'y crois pas. C'est juste que j'attends d'avoir un meilleur prix d'entrée à mon sens. C'est-à-dire que je crois en ces projets, je crois en Polygon, je crois en NIR, je crois en Moonbeam sur l'écosystème Polkadot. Pour autant, quand j'investis, c'est pour gagner de l'argent. Et ça, c'est important de le reconnaître. Quand tu investis, c'est pour gagner de l'argent. Tu n'es pas marié avec le projet. C'est pas ta meuf, c'est pas ton mec. Tu vois. Donc, du coup, bah, j'attends de trouver un prix qui me plaît. J'attends d'avoir un timing qui me plaît. Par exemple, il va y avoir une annonce. Moi, je pense que ça va... Buy the rumor, sell the news, et ben je pourrais acheter en prévision de l'annonce et puis revendre pendant l'annonce, ça dépend. Voilà. Donc, pas mal de layer 1, pas mal de layer 0. Ensuite, il y a les play to earn. Mais avant de continuer, juste petite précision, parce que j'étais tellement dans mon truc, j'ai oublié de vous lâcher le fameux « Ceci n'est pas un conseil en investissement ». Non, ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas habilité à vous faire des conseils en investissement. Ce n'est pas ma profession. J'apprends sur le tas comme beaucoup. Je vous partage aujourd'hui mon portfolio. Sachez que de toute façon, des bons projets en crypto, ce n'est pas ce qui manque. Que c'est un marché qui est risqué. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Il ne faut jamais l'oublier. C'est un marché qui est risqué. Si ça se trouve, là, tous les bacs, j'ai beau être diversifié comme pas possible, ça va se péter la gueule. Je vais m'en mordre les doigts. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai aujourd'hui 25% de mon portfolio en stablecoin, parce que j'ai appris à prendre un petit peu de profit. Il y a des gens qui ont fait des profits sur les NFT, il y a des gens qui ont fait des profits en étant en all-in sur un projet. Chacun a sa propre stratégie. Le but pour moi aujourd'hui avec cette vidéo, c'est de vous partager mon folio et ma stratégie pour que vous puissiez derrière faire votre propre stratégie. Mais en aucun cas, il est question de acheter tel coin, ça n'a aucune importance de toute façon, parce que comme je vous l'ai dit, des investissements, il y en a plein. Ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur une vision, une stratégie. Et ça, j'ai le droit de le faire, heureusement, de vous partager ma vision. Voilà. Dernière petite précision aussi par rapport au Layer 1 et Layer 0. En fait, Ethereum, pour le définir en quelques mots, il est lent et il est cher. Les autres sont rapides et sont moins chers.
C'est-à-dire que les autres, généralement, on est sur une finalité de transaction qui est inférieure à 10 secondes, sauf pour le cas de BNB. C'est-à-dire qu'une transaction est considérée comme valide et irrévocable en moins de 10 secondes, là où Ethereum met parfois plusieurs minutes. Au niveau des frais de transaction, du coup, je vous propose le site GasFees App. Je vous laisse le lien en description. Il n'est pas très connu et franchement, il est pas mal. Il vous permet de vous faire une idée justement des frais de transaction par blockchain. Il n'y a pas toutes les blockchains, mais il y en a une grande partie. Et vous pouvez voir que justement, là où Ethereum propose un frais de transaction moyen entre 1 et 2 $, si vous rafraîchissez la page, de toute façon ça va bouger, vous pouvez voir que par exemple Solana a un frais de transaction infime. Phantom, pareil, on est en dessous de 1 centime de dollar. Et quand vous cliquez sur Solana, vous pouvez voir le frais de transaction pour une simple transaction Solana d'un wallet A à un wallet B, mais aussi pour le mint d'un NFT, un achat de NFT ou une vente de NFT. Et c'est la même chose pour le cas Avalanche. On a les frais pour la création d'un sous-réseau, création d'une blockchain, du coup, c'est la même chose. Création d'un actif, etc., etc. Donc c'est vachement pratique pour avoir une idée des frais de transaction en temps réel en fonction des différentes blockchains. On va parler maintenant des play to earn. Alors j'en ai pas 10 000 parce que pour être très franc avec vous, j'ai bench beaucoup de jeux vidéo sur la blockchain. Et c'est pas fameux, on va pas se mentir. Par rapport à du gaming, on va dire traditionnel, c'est pas trop ça. Je vous ai présenté Aurori en vidéo, je vous ai présenté Illuvium aussi. Illuvium, je n'en ai pas parce que je trouve que la capitalisation diluée est énorme, même si le projet me plaît. Donc on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Avoir une capacité à croire en quelque chose et spéculer, c'est deux choses différentes. Moi, je ne me vois pas trop gagner d'argent sur le ILLV. Peut-être que je me tromperai, mais je préférerais le voir baisser personnellement. Voilà. Donc The Sandbox, qui est pour moi un Minecraft-like avec une superbe communauté, gros marketing dans tous les sens. Je l'ai dans le viseur depuis fin 2020, pardon. Il était à 3 centimes à ce moment-là. Je me disais, de toute façon, le gaming en crypto, ça marche pas. Et je me suis trompé, ça a fini par péter un peu. Donc j'ai acheté du Sandbox à 80 centimes, juste avant la bulle NFT, Metaverse, Play to Earn, quand Facebook a été renommé en Meta. Gros coup de chat. Du coup, je les ai gardés et j'ai pris quelques profits pendant la montée. Et Aurori, je l'ai acheté à 14 $ parce que c'était le prix d'ICO, je le trouvais plutôt stable. Je me suis dit, ils vont nous sortir un bout de gameplay jouable pour fin 2021. C'est raté. On est en mars, ils ne l'ont pas sorti. Et du coup, le prix s'est un peu pété la gueule. Là, il est autour des 8 $. Donc des fois, vous voyez, il y a le marketing et puis aussi, il y a les promesses. Même si ça n'a pas été dit vraiment explicitement que ça allait être de sûr pour décembre 2021, beaucoup s'y attendaient. Et au final, ils ont retardé la sortie du jeu pour monter le niveau du jeu. Donc dans un sens, c'est bien. Mais comme il y avait des attentes côté communautaire et que le marché est devenu baissier entre-temps, le prix a baissé. Voilà. Donc voilà mes deux placements. Play to Earn, j'en ai pas d'autres. Ensuite, au niveau des autres projets, donc j'ai beaucoup de Key Foundation. Donc j'ai mis entre 5 et 10% parce qu'en fait le prix il fait que monter et descendre et j'ai pas le pourcentage précis, mais c'est à peu près ça. Donc j'en ai eu pendant l'ICO, j'en ai rechargé plus tard. Key Foundation, c'est un projet français qui permet en fait de pouvoir investir en pre-sale sur différents projets via son produit Club. Donc c'est pas un produit qui sera disponible pour tout le monde d'ailleurs. Et ils vont sortir d'autres produits dans la DeFi et autres qui auront toujours pour objectif absolu de augmenter la valeur du XKI. Parce que le créateur du XKI, la seule chose qu'il veut, c'est que son jeton, le XKI, il augmente, donc il fera tout en son pouvoir pour pouvoir le faire. J'ai bien discuté avec le créateur, donc Reda, j'ai bien kiffé la visio, donc c'est devenu un gros bag à moi. Mais si c'était à refaire, je ne le referais pas en aussi grosse proportion, parce que je suis assez déçu du marketing, c'est-à-dire que je m'entends bien avec eux, mais en revanche, je trouve que marketingment parlant, à l'échelle du marché, ils sont pas là. Et ça, pour moi, c'est très très important que le marketing soit présent. Et justement, dans un autre exemple vis-à-vis du marketing, on a le média, qui est un CDN décentralisé que je vous ai présenté en vidéo. Le média, il a été listé. Le prix l'a baissé, il a fait que baisser. Il ne s'est jamais arrêté de baisser depuis, on peut le voir juste ici. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marketing. Les mecs s'en battent les couilles. Il n'y a quasiment aucun marketing. De temps en temps, il y a un petit truc sur Telegram, mais les gens s'en tapent. Les gens veulent des news, ils veulent des partenariats, ils veulent des trucs. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas où ce bag ira. Je le garde par conviction et par ego aussi. J'ai perdu pas mal d'argent dessus. Mais j'y crois, la capitalisation est basse et on verra bien ce que ça donnera. Mais pareil, si c'était à refaire, je l'aurais lâché beaucoup plus tôt. Maintenant qu'on en est là, je le garde.
c'est pas non plus un gros bag à moi, mais j'aurais mieux fait d'aller spéculer ailleurs en tant que pur spéculateur. Ensuite, donc, on a le Retrip, c'est un système de paiement éthique, c'est-à-dire que c'est un moyen de paiement, un peu comme les réseaux Visa et Mastercard, sauf que là, ils vont créer leur propre réseau, ce qui demande beaucoup de boulot côté marchand et côté utilisateur. Et en fait, l'utilité de ce réseau, c'est qu'il soit moins cher en termes de frais de transaction pour les marchands, et un tiers des frais de transaction sert à financer des œuvres caritatives, humanitaires, développement durable, etc., etc. Et vous aurez la possibilité via l'application de choisir dans quelle offre dans quoi vous allez balancer de l'argent. C'est-à-dire vous payez des frais de transaction, vous choisissez si vous préférez que ce soit un truc pour la reforestation ou pour aider votre prochain, etc., etc. Voilà, donc j'ai bien aimé la vision. Je pense que mêler déjà de l'IRL, donc mêler un petit peu plus du réel et surtout mêler de l'humanitaire, etc. avec la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui peut bien marcher. J'ai pas noté de concurrent par rapport à ce projet, donc ça c'est intéressant aussi. Pas de concurrence à l'horizon. Donc c'est un bag que j'ai acheté assez bas et qui a bien performé, j'en suis bien content. Mais ça aurait pu se passer autrement dans une situation différente sans doute. Ensuite le LivePeer, je vous en ai déjà parlé en vidéo aussi. LPT c'est le jeton de LivePeer donc qui est un réseau qui permet de transformer n'importe quelle carte graphique AMD ou Nvidia en serveur de transcoding. Là, vous regardez une vidéo sur YouTube, elle est disponible en différentes résolutions, dont la 4K. Et en fait, il y a de la 1080p, 1440p, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que vous uploadez une vidéo YouTube d'une certaine qualité et que derrière, elle soit en différentes qualités? Eh bien, c'est justement le transcoding. Il y a des serveurs qui vont retravailler pour proposer les différentes qualités. Et c'est pareil pour Twitch, pour ceux qui regardent des live Twitch. Eh bien là, l'idée, c'est de transformer les cartes graphiques des gens en serveurs de transcoding. Donc, tu peux à la fois miner de l'Ethereum et dans le même temps miner aussi via transcoding du LPT. Comme ça, tu peux augmenter ton profit, tout simplement. Ensuite, des jetons d'exchange. Vous avez vu, j'ai du BNB, j'ai du FTT. J'ai aussi du BitDAO et du FTT, du coup, de FTX, parce que j'aime bien placer mes billes dans des jetons d'exchange. Je ne l'ai pas noté, mais j'ai aussi un petit peu de KCS, le jeton de KuCoin. Voilà. Des exchanges auxquels je crois. Là, c'est pareil, j'aime bien me diversifier. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Ensuite, j'ai du Krill, plus beaucoup, parce que je les garde depuis 2018. On a une grosse poussée, rappelez-vous, fin 2021 avec le listing Coinbase, puis Bybit, etc. Donc du coup, ça poussait très fort. Moi, j'avais en visuel le Krill à 1$. Donc je l'ai vendu entre 0,87 et 1,7$. Parce que je trouvais la poussée vraiment fulgurante, très 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 fulgurante. Et là, j'attends que ça se calme, soit que ça baisse, soit que ça se stabilise avant de rentrer, parce que moi j'aime bien Krill, hein. Je travaille pour eux, mais si je travaille pour eux, c'est parce que j'ai confiance au projet et que je sais qu'ils bossent beaucoup. Donc je pense que ça peut prendre. C'est ce que je pense. C'est pas un conseil d'investissement, même si on est sur la chaîne de Krill. Ça peut très bien se passer autrement d'ailleurs, mais voilà, moi c'est ce que je pense. Ensuite, donc j'ai pris un petit fork OHM qui s'appelle le ROM, parce que c'était la mode des forks OHM. Donc le principe est assez bête, hein. En gros, c'est des projets où vous allez tellement, avec le staking, générer d'intérêt, que vous allez multiplier votre capital en jetons. Donc vous espérez que le prix se stabilise ou baisse pas trop, et comme vous allez avoir de plus en plus de jetons, à l'arrivée, ça va démultiplier le capital. Je l'ai acheté à 1300$, il a fondu à 26$. C'est un fiasco. Heureusement, j'ai mis très peu de mon capital dessus. Je ne regrette pas de l'avoir fait pour l'expérience sociale, mais j'ai pris très très cher. Ensuite, on a le TrueByte. Alors, TrueByte, c'est un jeton Layer 2, un peu particulier, pas très connu. Je ne sais pas dans quelle direction il va aller. Je l'ai acheté à 40 centimes de dollars. Vous voyez, je suis déjà en divisé par 2. En fait, c'est un Layer 2 qui sert à offloader, c'est-à-dire, comment dire, vous voyez Ethereum, c'est une blockchain. Bien imaginez, moi j'aimerais proposer de la puissance de calcul pour de l'intelligence artificielle ou pourquoi pas du transcoding ou autre, voilà. Faire un calcul via ordinateur complexe et pouvoir le certifier dans la blockchain. C'est ce que permet TrueByte en fait, c'est de pouvoir certifier sur la blockchain Ethereum un calcul complexe. Lui, il va servir d'arbitre, il va servir d'oracle pour faire la certification et la faire sur la blockchain Ethereum. Donc je trouve la vision vraiment sympa parce qu'on peut mélanger toutes sortes de business du monde réel avec la certification blockchain Ethereum. Et pour terminer, Ultra UOS, donc c'est un concurrent de Steam et de Epic Games qui a sa propre blockchain.
Voilà, qui n'est pas encore sorti, qui va avoir son propre écosystème de jeu, son propre écosystème marketplace, NFT, etc. Et donc, on verra si la concurrence est bonne par rapport à Steam, Epic Games. Hein. C'est pas gagné, mais je pense qu'ils prennent une bonne direction. Donc maintenant, on verra bien, l'avenir nous le dira. Voilà, j'ai fait le tour de tous mes bags, pas mal de choses. Comme dit encore une fois, j'ai 25% de mon portfolio en stablecoin. Voilà, j'ai pris des profits principalement sur du Solana, sur du Juno et sur du Retrib qui a très bien pété. Ça aurait pu être sur autre chose, voilà. Maintenant, j'attends. J'essaie de toujours garder des stables de côté parce que ça peut me servir dans la vie, hein, de transformer mes stables contre des euros si jamais j'ai besoin de payer des choses. Et puis, si j'ai besoin de re-rentrer dans des crypto-monnaies à bas prix, selon moi. Voilà, pas mal de choses dans le viseur. Je vous ai pas parlé spécialement des projet que j'ai dans mon viseur pour investir. C'était pas le but de la vidéo, je vous parle de mon folio. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit like et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des commentaires à faire par rapport à ce format de vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne de Krill pour une présentation de l'application mobile de Krill normalement. Ciao tout le monde.